non, putain, il va pas labourer son champ le jour où je fais l'enregistrement. Putain, il y en a qui ont que ça à foutre. On voit qu'ils ont pas un vrai métier, hein, comme youtubeur par exemple. Enfoiré. Bonjour dans le petit vénère, on va se faire pouic en revenant aujourd'hui sur une série velue produite par Semic dans les années 90 consacrée aux X-Men, puisqu'il s'agit de la collection X-Men qui sera ensuite rebaptisée X-Men Saga à partir du numéro 9. Oh bah dis donc Jamy, bah c'est quoi un X-Men Saga? Il s'agit d'une réédition des premiers épisodes des X-Men, et c'est une excellente idée qui a permis aux jeunes lecteurs, mais aussi aux mâles alpha comme moi, qui avaient commencé à lire les X-Men dans les années 80, de découvrir les épisodes mythiques de cette saga à partir des années 70. Mais voilà, mais c'est très bien. Personnellement, j'avais débuté la lecture de Special Strange avec le numéro 28 en juin 1982, et pris de cette fièvre X-Men, j'étais accro au point de vouloir connaître les épisodes antérieurs à l'arc narratif du Phénix Noir et de Proteus. Tardive est ma seule référence au passé des X-Men. Vous avez vu, je parle comme Yoda. J'ai dû attendre décembre 1983 avec le Special Strange 34 à l'occasion de cet épisode magnifique où Cyclope se remémore toute l'histoire des X-Men depuis le début. Imaginez ma frustration en sachant toutes les aventures qu'ils avaient eues sans pouvoir les découvrir par moi-même. Un peu comme Étienne Dao, j'étais sans voix. J'avais eu, à de rares occasions, la possibilité de lire quelques épisodes comme celle du Special Strange 22, où les X-Men affrontent l'anguleux Moïse Magnum au Japon, ou encore l'épisode phare du Special Strange 16, où les X-Men vont délivrer la princesse Lilandra des mains d'Éric le Rouge, avec Phoenix qui sauve l'univers, épisode là encore velu, dont mon meilleur ami d'enfance en possédait un exemplaire qui me faisait baver comme le loup des Tex Avery quand il voyait une jolie fille. Ta gueule! Et puis j'avais eu la chance à l'époque de mettre la main sur le Special Strange 13, le numéro 14 et le numéro 15 où les X-Men affrontent le Fléau et Black Tom Cassidy et également Magneto sur l'île de Muir. Tout ceci était donc très frustrant, mais bon, j'acceptais les faits, n'ayant pas le choix. Et puis j'étais pas comme tous les tweetos d'aujourd'hui qui s'acharnent sur la moindre polémique, ou tous ces gosses qui chialent sur la nouvelle mise à jour de Snapchat. Mais en 1986, au bonheur, je découvre dans les kiosques cette nouvelle série de réédition, et croyez-moi, je n'ai pas hésité un instant à me jeter dessus comme la misère sur le petit peuple. J'étais, je le confesse, aussi enjoué que tous les pélos d'aujourd'hui qui se branlent à la Japan Expo. Moi, j'avais arrêté de lire les super-héros en 1986, mais je gardais le secret espoir de pouvoir lire un jour l'intégrale des X-Men. Et cette occasion s'offrit à moi grâce à Semic, l'assassin de Lug. Quelle ironie! Le premier album que j'ai trouvé est intitulé Adieu Épervier. Il était la compilation des Uncanny X-Men 94 et 95, épisode que les anciens Lugiens avaient pu lire dans le Special Strange 6. On pouvait enfin lire cet incroyable épisode où les anciens X-Men se barrent et où les nouveaux X-Men se battent contre les Animen du comte Neferia. J'adorais les Animen que j'avais pu découvrir dans le Strange 117 où il affrontait Iron Man dans un épisode fortement rempli de testostérone. Alors oui, je sais, il y a plein de pélos qui ont détesté, mais bon, comme on dit sur Tweetos, buvez de l'eau les gars. Bien évidemment, cet épisode des X-Men nous montrait aussi la mort d'Épervier, sinon le titre ne servait à rien, hein, c'est logique. Toutefois, Semic n'avait pas pris le risque de mettre l'intégralité des cases, celles qui avaient été censurées par Lug, et du coup, là, eh ben on a l'un des principaux points faibles de cette collection. Ah! Semic s'est contenté de répliquer ce que Lug avait déjà remonté et censuré. Je trouve ça très moyen de la part des artisans du livre, et je me demande encore si Semic était enregistré à la Chambre des métiers. Non. En revanche, ce même Semic a eu le courage de publier l'épisode 96 de décembre 1975, appelé La mort du démon. Vous pouvez enfin voir Kirok, le démembreur, affronter les X-Men pour leur dévorer leurs âmes, chose que Lug avait totalement censurée, de peur d'effrayer les culs bénis et autres bonjour tristesse. Parce que on connaît les modus operandi de ces gens-là, hein. Ce sont ceux qui aujourd'hui chialent sur les réseaux sociaux à la moindre contrariété, hein. Enculé, va. Autre particularité de cette collection publiée par Semic, c'est qu'il complétait les épisodes par des pages tirées des classiques X-Men, des épisodes avec de nouvelles pages intégrées aux anciens épisodes réalisés à partir des années 86-87. Par exemple, dans ce premier ouvrage de Semic, on a 2 pages ajoutées tirées du classique X-Men numéro 4 de décembre 1986 réalisé par Chris Claremont et John Bolton. Si dans cet épisode le style de Bolton ressemble à celui de Cockrum, non. Ce qui ne choque pas, on verra tout à l'heure que cela n'a pas toujours été le cas quand il y avait des ajouts au milieu des dessins du génial Monsieur Byrne. Voilà donc un ouvrage fort intéressant à l'époque pour un fan des X-Men qui avait enfin la possibilité de lire des épisodes mythiques des années 70. Bonjour. Comme je n'avais pas suffisamment de thunes à l'époque, j'avais demandé à ma mère de m'aider à investir dans ces albums, ce qu'elle fit sans problème, et c'est grâce à elle que j'ai pu commander chez Semic les autres épisodes. Mais à l'époque, on commandait un petit peu à l'aveuglette, et je n'avais pas de réseaux sociaux ou le net
pour connaître le contenu des albums, et j'ai eu quelques surprises. D'abord, je n'avais pas capté que Adieu Épervier était le numéro 17 des albums des X-Men publiés chez Lug. Du coup, croyant que Adieu Épervier était le numéro 1 de cette nouvelle série, j'ai commandé le numéro 2 de la collection, ne voyant pas que le numéro 1 existait. Réalisant bien malgré moi un saut de cabriophilisé entre les épisodes. Il s'agit d'un album regroupant les épisodes 96 à 98, et je me suis rendu compte de ça que quelques années après. Bon alors au final, j'ai fini par investir dans ce premier album, spécialement pour vous et pour cette vidéo, afin de vous le montrer. On pourra pas me reprocher mon manque de professionnalisme quand même. Et en plus, j'ai eu cet album gratos, ce qui en plus me permet d'avoir le chaînon manquant à cette collection depuis 20 ans, donc on peut dire que je suis très enjaillé finalement. Joli. Ce qui me fut pénible à l'époque, c'est que ces Mick avaient fait cette alternance de rééditions et de nouveaux épisodes des X-Men, et quelle ne fut pas ma surprise de retrouver dans ma commande des albums avec des nouveaux épisodes bien moches datant de 1989. Parce que j'avais pas compris que cette nouvelle série était le prolongement des albums des X-Men, qui au passage étaient passés au format comics, ce qui m'avait encore plus induit en erreur. Et pourtant, tu sors pas d'une zèbre de menthe à jolie. Ce qui fait que, lorsque j'ai reçu l'album 2, avec les épisodes 100 à 102, relatant le sacrifice de Jean et la naissance de Phoenix, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que le numéro 3 de ces albums X-Men Saga regroupait des épisodes horribles de 1989, des Uncanny X-Men 251 et 252, et d'un annual numéro 12 de 1988. C'était pour moi comme une sorte d'agrandissement rectal lorsque j'ai découvert ça. Et pareil pour l'album numéro 4 qui éditait les épisodes 256 à 258, dont le contenu était du niveau du public d'Hanouna. J'étais fou furieux. Regardez-moi comme ces dessins de Jim Lee sont moches ou irrévérencieux. Regardez, ce personnage féminin ressemble à une pute. Enfin, je voulais dire une travailleuse du sexe. Moi, ce que je voulais, c'était des épisodes des années 75, et pas cette diarrhée visuelle. Au final, je me suis empressé de cacher ces affreux bouquins derrière une photo de Simone Garnier pour échapper à leur insupportable vue. Mais j'ai beau voir Simone, au premier abord, je sais que derrière sa photo se cachent des ouvrages qui me foutent la nausée, autant que la vision glacée d'un type aux mains sales qui s'appelle Jean-Paul dans la Sarthe. Bref, vous l'avez compris, j'étais vénère, me demandant si j'étais pas en Thaïlande. Non, je dis ça parce qu'on s'y fait souvent enculer. Hein, Christophe? Il faut attendre le numéro 5 de juillet 1991 pour retrouver les épisodes tant convoités, allant du numéro 103 au numéro 105, toujours agrémentés des classiques X-Men que je trouve vraiment moches et dispensables, vous l'aurez compris. C'est comme le tome 2 du journal d'Anne Frank, c'était pas utile. Ah bah, c'est de l'humour maîtrisé, hein, c'est pas du Gaspard Proust. Hein. Fort heureusement, les albums 6 à 9 éditeront les anciens épisodes tant recherchés, allant de l'Uncanny X-Men 107 à 119. C'est toute l'épopée où le Phénix sauve l'univers, la première attaque de Vindicator contre Serval, l'épisode avec Mespero et Magneto même, l'histoire chez Casa, sans oublier l'épisode avec Moïse Magnum. Que du lourd. Comme ma bille. Bon, par contre, les pages des classiques X-Men commencent à dépeindre dans les épisodes de Cockrum. Regardez, on peut très bien passer d'une planche de Cockrum à ces pages qui tranchent dans le style avec celui de Bolton. Sur certains épisodes, c'est assez violent, comme dans l'album 6, où la première page est la célèbre introduction de Cockrum, et la deuxième et troisième page est redessinée par Bolton, avant de revenir au trait de Cockrum. Vous allez dire que je chipote, mais moi ça me dérange, presque autant que mon diététicien qui veut me faire changer d'obédience alimentaire. Désolé, mais moi je suis pas là pour bouffer sans gluten. Je vous le dis tout de suite, j'ai détesté les incrustations des pages des classiques X-Men des années 80. Oui, ben on commence à le savoir. Ta gueule. Mettre ces passages rajoutés assez souvent a vite soulevé en moi une certaine exaspération qui monte et qui monte au fur et à mesure des pages. Après, ça ne va pas me faire exploser de colère, mais ça me gonfle franchement. Moi, ça me fait la même chose quand je mange de la choucroute. D'accord. Et alors, quand le style de Bolton n'arrive pas à égaler celui de Byrne, bah ça devient horrible. Regardez cette baston entre le Phénix et Magneto. Sur cette page, c'est Byrne, et sur celle-là, c'est Bolton. C'est quand même violent, hein, au niveau du contraste. Alors vous allez me dire, mais non, Zombie, c'est bien d'avoir fait ça, ça complète cet univers, t'as rien compris, Zombie. Et moi, j'aurais envie de te dire, non, tu ne sais rien, tu ne comprends rien, alors retourne bouffer ton quinoa. Et là, c'est pas violent, on passe du trait génial de Byrne à celui de Bolton. C'est moche. Vous avez vu le visage du Phénix? On croirait qu'elle est sortie d'un boucaquet. Oh bah dis donc, Jamy, bah c'est quoi un boucaquet? Ou même là, quand on passe du Byrne à Miller, putain, c'est moche. Oh bah c'est pas... Vas-y, enculé, finis ta phrase, enculé, vas-y. Donc voilà, c'est une très mauvaise idée de faire un tel mélange. Je déteste ça autant que les pop-up sur les sites de cul. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, moi, c'est un copain qui me l'a dit. Hein. Ah!
Mais bon, on va pas criser, car on avait la possibilité de lire ces anciens épisodes, alors on n'allait pas cracher sur le bébé, ou faire de l'écriture inclusive, hein, on n'est pas chez les bobos végano-LGBT qui bouffent du quinoa. Merde. Je n'ai pas acheté le numéro 10 d'octobre 1992, où les épisodes 278 à 280 ne risquaient pas d'intéresser l'homme blanc cis hétéro que je suis. En revanche, l'album 11 de janvier 1993 est un pur bonheur avec l'affrontement des X-Men contre la division Alpha et le début de l'arc narratif du Phénix Noir. J'ai acheté jusqu'au numéro 13, où il y a toute l'intrigue de Proteus, mais je me suis arrêté là, car j'avais enfin pu relire tous les épisodes manquants. Et croyez que ça m'avait donné autant de plaisir que la fois que j'ai dû tataner un étudiant en beaux-arts sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Quel pied! Ce n'est que dernièrement que j'ai investi dans le numéro 17 après avoir vu une vidéo de mon ami Florent Bull, car cet album nous livre le Phoenix The Untold Story, avec la première fin prévue au dénouement du Phénix Noir, et de l'échange houleux retranscrit entre Claremont, Byrne, Jim Shooter, James Hallecraft et Louis Jones, un pur régal. C'est vrai que la fin proposée au départ était aussi inconsistante que ces licornes LGBT qu'on propose à nos gosses d'aujourd'hui dans les magasins de jouets. Bref, c'est à découvrir si vous ne connaissez pas. Donc voilà, malgré le fait d'avoir intégré les pages des classiques X-Men, d'avoir continué de façon subrogative en tapinant à publier les pages censurées ou remontées par Lug, cette collection a eu le mérite pour les lecteurs de ma génération, issus d'un milieu interlope, dédié au consumérisme, comme le disent les milieux gauchistes, de découvrir les premiers épisodes mythiques de la saga, et rien que pour ça, elle fut indispensable à ma culture de geek, qui a pu surmonter sa frustration d'adolescent. Donc, merci Sémic. Non. Allez, à bientôt YouTube. Philippe, je sais où tu te caches. Non, Abdel Rafdafri. Abdel Rafdafri. La chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Mais mec, ça déchire.